Donc, bien merci et merci d'avoir si bien mis la table, David et Jean-Charles. Je crois qu'on va pouvoir faire des allers-retours assez intéressants avec la présentation de Jean-Charles dans la présentation que je vous propose. Donc, en fait, tout ça s'inscrit dans ce que David vous a déjà présenté. C'est une recherche partenariale qui se nomme Accès au droit et à la justice, qui est subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et qui, en fin de compte, comporte plusieurs chantiers, dont celui de l'éducation. En fait, j'aimerais aborder ce que Charles, tu as abordé au tout départ, donc cette question des mouvements sociaux, des crises auxquelles la génération actuelle fait face. Les générations actuelles font face à ces crises, mais de façon plus importante, les jeunes sont confrontés à un avenir qui est fortement défini par la crise écologique et des crises sociales qui incluent la question de l'égalité des genres, de la violence faite aux femmes, du racisme, des discriminations et des crises politiques, notamment ponctuées par la montée des populismes et en fait des déficits démocratiques de plus en plus frappants, bien qu'on pourrait regarder ces trois crises et les inscrire dans une histoire, dans une durée un peu plus longue que seulement que cette génération-ci. Mais certains ont déjà avancé l'idée que la génération qui connaît les crises actuelles alors qu'ils sont en pleine construction identitaire, sera une génération particulièrement marquée par les bouleversements que l'on connaît. Et en fait, on peut se poser la question et on entend les jeunes se poser la question donc de et l'après. La COVID, la pandémie a vraiment souligné l'importance en fait de remettre en question les systèmes actuels pour redéfinir en fait une société qui serait plus juste, susceptible de soutenir une vie digne et libre, par exemple, pour chacune et chacun. Donc, dans ce contexte, en fait, on pourrait proposer des horizons normatifs. Un horizon normatif qui nous semble intéressant puisqu'il parle justement des possibilités. C'est celui de Martha Nussbaum, en fait, qui est une néo-stoïcienne, pardon, qui propose en fait le modèle des capacités qui sont définies comme liberté ou possibilité, en fait pour donc des outils pour une vie bonne, une société juste. Ce sont bien entendu des capacités c'est un néologisme, le concept de capacité, qui se développe dans les interactions sociales, au sein des institutions notamment. Et elle en énumère 10, donc par exemple le droit à la vie, le droit de jouer, d'avoir du plaisir, etc. Mais il y en a certaines qui nous intéressent de façon plus particulière dans la perspective où nous sommes à nous poser des questions en fait sur comment est-ce que l'on transforme la société actuelle ou les sociétés actuelles. Et on retrouve, par exemple, l'idée de pouvoir imaginer, de penser, d'être informé, de recevoir une éducation adéquate, de s'exprimer librement, donc d'avoir des expériences qui procurent du plaisir, etc. Et là, on peut retrouver quand même certaines références aux libertés fondamentales. On y retrouve aussi la raison pratique, donc cette idée d'être capable de former une conception du bien, et de participer à une réflexion critique sur l'organisation de sa vie. Ce qui est en fait cette idée de définir sa vie bonne que plusieurs psychologues du développement reconnaissent comme étant aussi une capacité, donc une possibilité pour les enfants et les jeunes. Ensuite, on retrouve l'affiliation, donc cette idée d'être capable de vivre avec et pour les autres, d'interagir socialement de façon saine et positive, d'imaginer la situation d'autrui, donc des dimensions d'empathie, de sympathie, d'avoir les bases du respect de soi, d'être traité avec dignité, ce que l'on pourrait quand même associer au concept de reconnaissance, par exemple, chez Axel Honneth. Et ensuite, le contrôle de son environnement. Et on a bien entendu la question de l'environnement matériel, mais il y a la question de l'environnement politique. Donc, c'est de pouvoir participer et d'exercer un certain pouvoir décisionnel sur son environnement politique.
Ces capacités, pardon, nous semblent particulièrement intéressantes dans la mesure où l'éducation à la citoyenneté inscrit les élèves face à des possibilités. La notion de possibilité est très présente, en fait, dans l'éducation à la citoyenneté. Et en fait, est aussi source de paradoxe, puisque souvent, l'éducation à la citoyenneté est présentée aux élèves comme étant quelque chose qui va porter fruit une fois qu'ils auront atteint l'âge de la majorité, une fois qu'ils seront adultes. Donc, il y a une notion de suspension, en fait, de la citoyenneté qui est souvent présentée à l'école et qui cause problème. David a déjà présenté la typologie de Hewitt et Selby, qui est une typologie de rapport au droit. J'ai peut-être mis plus de dimensions là, qui sont issues d'un des articles que nous avons publiés. Une des choses que j'aimerais souligner, c'est que bien que cette typologie concerne le rapport au droit, elle peut tout à fait être transférée au rapport aux institutions publiques de façon générale. Donc, on peut voir que ça pourrait également être un rapport à l'école. Ça pourrait être un rapport au conseil municipal, ça pourrait être un rapport à ses députés, donc à ses représentants politiques. Donc, il y a vraiment cette typologie, elle est quand même, elle pourrait être utilisée plus largement que simplement pour le rapport au droit. Et c'est en fait là, ce qu'on a été porté à faire également lorsqu'on a parlé aux élèves. Dans notre analyse, on a pu voir que c'est quelque chose qui s'étend de façon plus large. Bien entendu, développer les capacités, former le citoyen, développer des outils pour répondre aux crises, ce n'est pas quelque chose qui est inné ou de génération spontanée. Cela s'inscrit dans des institutions culturelles, identitaires ou civiques, politiques. Et en fin de compte, les libertés substantielles que l'on présente sous forme de capacités concernent de façon plus particulière les institutions politiques et juridiques, les droits, le droit, la citoyenneté, les institutions démocratiques, etc. Donc, l'école est de façon plus précise pour nous, l'école québécoise, a le mandat de développer certaines de ses capacités substantielles, je vais y arriver, et va énoncer des injonctions performatives. Donc, en dépit du fait que l'on va parler de savoir-faire et de savoir-être dans les curricula, ce que l'on va demander aux élèves dans les approches par compétences qui sont maintenant très, très présentes, c'est un faire. Donc, on va parler justement de l'appropriation et la mobilisation de savoirs disciplinaires, de la participation et de l'engagement, de disposition et de valeur. On va demander aux élèves de prendre position, d'apprendre à prendre position, à argumenter cette position-là, à la défendre, donc à faire un usage public de sa raison, comme nous dirait Kant. Et pour voir un peu de quoi il s'agit au Québec, là, vous pouvez voir la forme que peuvent prendre ces injonctions, ou plutôt cet horizon citoyen pour l'école. Donc, excusez-moi, on va parler de transmettre les savoirs des générations précédentes, de développer en fait des citoyens, des individus instruits et cultivés, des citoyens engagés. Encore une fois, la notion d'engagement qu'avait souligné Jean-Charles est très présente, des travailleurs compétents. On va parler en fait de citoyenneté responsable. Ce qui est intéressant, c'est que dans les programmes, on va dire que l'élève est en fait, en quelque sorte, un citoyen de l'école comme microcosme social, comme microcosme en fait. Et donc, on va même aller jusqu'à dire la prise de parole, c'est un acte de citoyenneté, la participation à la vie collective, c'est quelque chose d'important pour résoudre les conflits. Et comme vous avez vu dans la présentation de David, c'est toutefois quelque chose qui est absent du code de vie. Donc, on va se retrouver devant un curriculum formel avec des injonctions performatives. Et on va le voir plus tard dans le programme d'histoire et éducation à la citoyenneté, par exemple, la présentation des luttes, des mouvements sociaux qui mènent en fait à l'élaboration des droits, des institutions, à la constitution, la transformation et la correction en fait des institutions. Et ça, c'est le curriculum formel. On va toutefois se retrouver, comme on l'a déjà vu avec la présentation de David, face à un curriculum qui est informel et caché, qui est en fait constitué de la régulation des comportements et des interactions par le code de vie les codes de vie et leur application. Donc, juste rapidement, si on revient sur les savoirs disciplinaires,
qui sous-tendent en fait tout ce que l'horizon normatif que l'on peut proposer, que ce soit le ministère qui le propose ou nous-mêmes, ce qu'on pourrait considérer comme un cadre, un horizon normatif intéressant. On y retrouve les savoirs disciplinaires, donc la mémoire des luttes, par exemple, la question de l'agentivité historique, le fonctionnement des institutions. On retrouve des savoir-faire, donc des modes de pensée, par exemple, le mode de pensée historienne qui, en fin de compte, propose des façons d'entrer en rapport avec les savoirs, avec l'histoire, avec les événements qui nous entourent, le présent, etc. Les modes de pensée critique, l'argumentation, la délibération, l'action citoyenne au sein d'institutions et des savoir-être, c'est-à-dire des dispositions, même des vertus ou des ensembles de valeurs qui se présentent, comme vous l'avez vu avec la présentation de David, sous forme d'engagements moraux, de responsabilité, de reconnaissance, etc., etc. Bien, on peut se poser la question, après avoir exploré le document de David, dans quelle mesure est-ce que tout ça est transposé du curriculum jusqu'à l'action des élèves? On peut se poser la question de qu'est-ce qui est développé effectivement, dans quelles conditions et dans quelle mesure tout ça, en fin de compte, pourrait poser obstacle. Ce que l'on retrouve, quels sont les obstacles en fait aux apprentissages fondamentaux que l'on vient de voir et à l'engagement en fin de compte des élèves envers les institutions minimalement. Donc, rapidement, nous avons interrogé les élèves de 12 groupes de 20 à 30 élèves par groupe de 4e et 5e secondaire. Donc, ce sont des élèves âgés entre 15 et 17 ans. Nous avons filmé ces entretiens de groupe. C'était des entretiens qui duraient sur une période d'environ 75 minutes. Nous avions un protocole un questionnaire, en fait, un protocole d'entretien semi-dirigé, très ouvert. Et en fait, quand nous avons laissé les élèves répondre de façon très spontanée à nos questions, justement pour accéder à quelque chose qui était le moins formaté possible. Donc, nous leur avons posé des questions relatives à leur conception des règles de vie scolaire, du droit, des droits et de la citoyenneté. Et ensuite, bien entendu, nous avons analysé les retranscriptions verbatim. Plusieurs codages ont été réalisés. Et en fait, nous avons trouvé certains éléments là, qui n'étaient pas présents dans les cas théoriques. Donc, nous avons effectivement des codes thématiques là, qui sont émergents. Premièrement, qu'est-ce qui se passe avec les règles de vie? Des constats généraux. Ce que disent les élèves, c'est que en fait, ils peuvent peu, en termes de comportement et d'interaction, à l'extérieur des règles. Les règles de vie de l'école vont particulièrement toucher des interdits, des obligations, des responsabilités et des sanctions. Elles vont créer, en fait, ce que nous révèlent les élèves, c'est qu'elles créent un habitus de retenue, de docilité et, en fin de compte, cette idée que les hiérarchies sont immuables, qu'on doit les respecter, qu'on ne peut rien contre elles. Et en fait, une des choses qui est vraiment ressortie beaucoup de la part des élèves, c'est la question de la propriété privée qui prend une place très importante dans les codes de vie, mais aussi en fait dans les interpellations des élèves par les enseignants et les enseignantes, mais aussi par d'autres personnes là, qui sont dotées d'un certain pouvoir de sanction, de régulation. Les relations de genre et d'âge sont également renforcées. Ce qu'on retrouve aussi, c'est l'idée que les règles de vie, elles sont vécues par les élèves comme des processus d'atomisation, c'est-à-dire qu'elles visent en fait à diviser pour mieux régner. Les élèves vivent beaucoup de moments où en fait, ils ne peuvent pas contester quelque chose qui arrive à leurs collègues. Il y a plusieurs cas qui nous ont été présentés, là, certains qui étaient très, très bouleversants, par exemple, d'un élève qui est allé demander de l'aide parce qu'il il ressentait certaines difficultés psychologiques. Et en fait, il a été immédiatement interné pour sa propre protection, alors qu'il n'avait pas d'idée suicidaire, etc., etc. Et les élèves ont indiqué qu'ils s'étaient opposés à ce qui est arrivé à leurs collègues, ils l'avaient de classe, à leurs amis, l'avaient contesté et en fin de compte, s'étaient fait rabrouer de façon très, très forte par les autorités scolaires.
En classe, c'est la loi du silence. La prise de parole est découragée. Les questions doivent être des questions convenues à l'intérieur d'un cadre très, très, comment dire, rigide et très défini. Sinon, les élèves disent que lorsqu'ils remettent en question, par exemple, quelque chose qui est présenté par l'enseignante ou l'enseignant, ou posent une question qui sortirait en fait du cadre convenu, ils sont très rapidement ramenés à l'idée que nous n'avons pas le temps de traiter de cette question, ce n'est pas le moment, tu vas comprendre quand tu seras plus grand, quand tu auras une vie adulte et des expériences, tu pourras reposer cette question-là. Donc, il y a vraiment une forme d'injustice épistémique, de témoignage à l'égard des élèves qui, en fin de compte, les désignent comme étant des personnes dont les savoirs et les questionnements ne sont pas légitimes. Ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a un nouvel acteur au Québec, dans le cadre scolaire, et ce sont les gardiens de sécurité qui sont, en fin de compte, des sous-traitants de compagnies privées qui portent un uniforme, qui sont présents partout dans l'école. Bien entendu, les élèves sont filmés constamment maintenant, donc il y a des caméras de sécurité partout dans l'école, mais il y a aussi ces gardiens de sécurité qui n'ont aucun mandat défini légalement, mais qui interviennent, qui sont les intervenants qui interpellent le plus souvent les élèves. Donc, les élèves sont confrontés à ces gardiens de sécurité dont ils ne connaissent pas la juridiction, en fin de compte, et qui, en fin de compte, les interpellent très, très souvent pour toutes sortes d'infractions perçues aux règles, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on leur demande aux élèves, est-ce que vous connaissez les règles, le code de vie scolaire, ils vont nous dire, bien pas par cœur, mais comme on comprend que c'est une question de vivre ensemble pour les élèves, tant et aussi longtemps qu'ils respectent autrui, ils sont dans une marge de conformité aux règles. Ce qu'ils connaissent malheureusement vraiment à la virgule près, c'est le code vestimentaire. La majorité des interpellations des élèves ont un lien avec le code vestimentaire et c'est important, en fait, ça peut sembler banal, mais le code vestimentaire, en fin de compte, est un objet de contrôle jusqu'à un contrôle, une régulation du corps, particulièrement des jeunes filles, qui, en fin de compte, sert de levier pour toutes sortes d'autres régulations et de contrôles, notamment parce que les élèves peuvent être expulsés de l'école s'ils ne portent pas l'uniforme correctement. Donc, une des choses qui nous a vraiment frappé, c'est l'idée, et en fin de compte, c'est un exemple très, très éloquent, c'est que le code vestimentaire a été élaboré sans les élèves, par les adultes seulement. Et lorsque les élèves demandent pourquoi le code vestimentaire, pourquoi est-ce que je dois me conformer, on leur évoque des raisons différentes chaque fois où on leur dit simplement parce que c'est comme ça. Par exemple, on leur a dit que c'était pour lutter contre l'intimidation que vivaient des personnes qui n'avaient pas, qui étaient moins bien nantis, qui ne pouvaient pas se payer des vêtements plus coûteux. On leur a aussi dit que c'était pour éviter les exagérations parce que les filles portaient des vêtements trop provocants et que c'était, en fin de compte, et les filles vont nous dire qu'elles se sont fait dire que c'était pour ne pas distraire les garçons, parce qu'en fin de compte, leurs vêtements causaient problème aux garçons. Et ensuite, on est arrivé à l'idée que c'est plus facile pour les enseignants de gérer les vêtements lorsqu'il y a un code vestimentaire si strict. Ce qui est intéressant sur le plan des savoir-faire, c'est que les élèves Aller ont vers la développé... conclusion, Stéphanie. Pardon? Il faudrait aller vers la conclusion, Stéphanie, parce que le temps Oh oui, passe. rapidement, d'accord. Donc, c'est que les élèves vont évaluer la légitimité des règles. Ils vont développer des critères, la pertinence, la justesse, la cohérence, la justice et l'application constante par les enseignants, les enseignantes et les autres adultes. Et ils vont adhérer ou non en fonction de la conformité des règles à ces critères. Sur le plan des dispositions, les injonctions sont des injonctions d'obéissance à l'adulte. Les parents vont renforcer cette notion-là lorsque l'enfant est interpellé et que le parent est appelé, par exemple, par l'école. Les élèves nous disent, mon père, ma mère vont me dire, ben c'est lui l'adulte, tu l'écoutes.
On va parler de conformité à des normes exogènes qui ne sont jamais problématisées. C'est la loi du silence, c'est le respect de l'orthodoxie institutionnelle qui provoque en quelque sorte une résignation à cette orthodoxie, face à cette orthodoxie-là, pardon. On va parler de reproduction fidèle des savoirs et finalement d'un processus décisionnel qui exclut les jeunes, des règles qui vont individualiser le rapport entre l'élève et les institutions. Rapidement, les droits, le droit, lorsqu'on les questionne sur le droit, les droits, ils ne mobilisent aucun savoir disciplinaire. Ils ne vont pas faire référence, par exemple, à ce qu'ils auraient pu apprendre dans le cadre de leur cours d'histoire. Lorsqu'on leur demande, est-ce qu'on vous a présenté qu'est-ce que les droits, qu'est-ce que le droit, c'est quoi l'Assemblée nationale, d'où elle vient, etc., d'où viennent toutes ces choses. Par contre, ils vont nous dire non, on ne l'a pas vu à l'école. Peut-être qu'ils l'ont oublié très simplement. Ils ont beaucoup de difficultés à définir ce qu'est un droit, mais ils sont capables de nommer certains éléments. Par exemple, j'ai le droit à la vie privée, j'ai le droit à l'image, j'ai la question du consentement, la liberté d'expression, le droit à l'éducation, mais ils vont nous dire que ces droits ne s'appliquent pas à l'école pour eux. Donc, les élèves voient les droits comme étant en suspens dans le cadre de la vie scolaire. Juste rapidement aller à cette idée du rapport aux institutions. Bien entendu, on est devant le droit. Il y a des élèves qui vont tenter de contester. Ils sont très rapidement rabroués et découragés, en fin de compte, même de participer à des mouvements sociaux à l'extérieur de l'école, c'est-à-dire que le bras régulateur de l'école va s'étendre jusque dans leur vie privée. Et en fin de compte, il y a vraiment l'idée d'un déficit qui serait inhérent à leur âge, qui, en fin de compte, produit une forme d'injustice épistémique. Un rapport de soumission, d'obéissance à l'autorité, la normalisation des catégories, des asymétries catégorielles, par exemple, de genre, d'origine socioculturelle, un déficit de reconnaissance, bien entendu, aucune problématisation des valeurs, des normes et des attentes attendues de l'école, et donc un obstacle, en fait, ou une contradiction ou un paradoxe au sens de ce qui est prescrit et ce qui est effectivement vécu par les élèves dans le cadre scolaire. Voilà, merci, je suis désolée.